Damien Abad, on démarre avec l'actualité. On a appris donc que François et Pénélope Fillon ont été renvoyés en correctionnel. Est-ce que c'est un traumatisme chez les militants de LR ou est-ce que c'est un épisode à oublier ? Oh, c'est à la fois les deux, il faut être clair. C'est un traumatisme politique parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que la droite est absente du second tour de l'élection présidentielle. Que donc forcément c'est un traumatisme politique. Mais c'est aussi un épisode à oublier parce qu'on veut tourner la page. Aujourd'hui on est en train de reconstruire notre famille politique autour de Laurent Wauquiez, autour de François-Xavier Bellamy qui porte cette campagne. Il est passé par perte et profit, François Fillon, c'est ça ce que vous dites ce matin ? Il s'est retiré lui-même de la vie politique française. Donc aujourd'hui c'est une procédure judiciaire. Mais pour moi, ce n'est plus un fait politique. On a beaucoup de ténors le défendre ces derniers jours. Mais vous savez, je crois que ce n'est plus un fait politique. Ténor de LR, bien sûr. Oui, mais il est sorti de la vie politique française aujourd'hui. Donc la question aujourd'hui, elle est plus finalement sur le plan de la justice que sur le plan politique en tant que tel. Il a tourné la page, les Républicains ont tourné cette page-là. Il s'agit pour nous de rien renier, il s'agit aussi d'en tirer un certain nombre de leçons et surtout de faire en sorte qu'on écrive la page d'une nouvelle droite. Allez, on va passer aux européennes. Et la campagne actuelle, Mediapart a révélé que Nathalie Loiseau, tête de liste de la majorité présidentielle, a figuré sur une liste d'extrême droite pendant sa jeunesse. Elle plaide une erreur de jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est bien plus grave qu'une erreur de jeunesse. La vérité, c'est que Mme Loiseau s'est disqualifiée à double titre. Elle s'est d'abord disqualifiée parce qu'elle a monté toute sa campagne sur l'idée « je serai le rempart face à l'extrême droite ». Et on voit aujourd'hui que le rempart est en fait un mur en ruine, puisque la réalité, c'est que les ponts ont été réalisés entre elle et l'extrême droite lorsqu'elle était jeune. Et la deuxième chose, c'est sa ligne de défense, qui est absolument intenable, parce qu'en fait, elle a menti aux Français pendant un certain temps, et c'est une fois qu'elle a été acculée que finalement, elle a avoué la vérité. Et donc, elle s'est doublement disqualifiée aux yeux des Français. Elle s'est discréditée. Et au-delà de ça, aujourd'hui, je pense que ça pose quand même question sur une tête de liste qui, clairement, faisait de l'étendard contre l'extrême droite toute sa campagne politique en tant que telle. Et donc, aujourd'hui, eh bien, les Français se sont trompés. Les militants également de La République En Marche aussi. Et je pense qu'il faudra en tirer un certain nombre de conclusions. Ça veut dire quoi, en tirer un certain nombre de conclusions? Elle est disqualifiée, ça veut dire qu'elle n'a plus sa place dans cette campagne? Mais écoutez, c'est pas à nous de le dire. En tout cas, elle sait clairement. Mais il faut être clair. Aujourd'hui, toute sa campagne politique, rappelez-vous, cette émission politique où elle annonce en direct à tous les Français que finalement elle est candidate parce qu'elle veut battre le Front National. Et aujourd'hui, comment on peut dire ça et dans le même temps appartenir à un syndicat étudiant dont elle connaissait tous les tenants et les aboutissants? C'est la bonne surprise, François-Xavier Bellamy, dans cette campagne. On a vu dernier rolling en hausse, très nettement maintenant. Est-ce que c'est une révélation? Est-ce qu'au fond, le fait que les militants semblent aussi l'apprécier en meeting, c'est quelque chose qui vous surprend, vous? Vous êtes plutôt à modérer dans votre camp. Oui, c'est une révélation. C'est une révélation parce qu'il a réussi à se construire sur deux piliers majeurs pour la politique moderne. Vous étiez persuadé que ce serait le cas au départ? Non, pas forcément. Il a réussi à se construire sur deux piliers majeurs. Un, la sincérité et l'authenticité. Et aujourd'hui, en politique, c'est essentiel. Et le deuxième pilier, ce sont les convictions. C'est un homme de convictions, on a le droit de ne pas être d'accord avec lui sur tout, mais force est de constater que c'est quelqu'un qui a des convictions et qui a le courage de les défendre et de les porter. Et aujourd'hui, effectivement, c'est quelqu'un, il est venu dans mon département, dans l'Ain, notamment, qui passe très bien auprès des différents acteurs, parce qu'il a cette humilité et en même temps cette force des convictions. Donc oui, on peut créer une surprise. Encore faut-il qu'on fasse campagne. Encore faut-il que les adversaires politiques, et notamment La République En Marche, acceptent enfin de rentrer dans cette campagne politique. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde est aux abris, tout le monde se cache. Enfin, entre d'un côté une candidate disqualifiée, une campagne poussive, et de l'autre un candidat qui gagne en crédibilité, en galon, et qui mène une campagne forte, comme on l'a vu hier soir à Caen, eh bien, je pense effectivement qu'on peut créer une surprise. Malgré ça, il est crédité de 14% intention de vote. Donc, on reste dans le match LREM versus Front National, Rassemblement National. On n'y est pas encore, quand même. Non, on n'y est pas encore, mais regardons d'où on est parti. On est parti à 8-9%. Aujourd'hui, on est à 14-15%. Notre troisième place est bien installée. On est challenger. Mais le but d'un challenger, c'est de battre les favoris. Et notre objectif à nous, c'est de battre les deux favoris. Surtout que de faire comprendre aux Français que s'enfermer dans un match binaire, c'est finalement les prendre pour des veaux. Et que la réalité, c'est que c'est pas on est pour ou contre l'Europe, c'est de savoir comment on la change. Et nous, on a un message politique clair sur les flux migratoires, sur la protection économique, sur le réchauffement climatique, sur des sujets centraux. Et nous disons, l'Europe, oui, ok, mais quand elle apporte une valeur ajoutée. Donc vous pensez arriver en tête le soir du 26 mai, c'est ça que vous me dites? Non, mais on veut faire le meilleur score possible. Et on veut montrer aux Français que à la fois La République En Marche comme le Rassemblement National sont deux chimères, en fait, pour la France et pour l'Europe. C'est tout l'enjeu de cette campagne. Et montrer aussi la valeur de notre candidat.
Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas Emmanuel Macron qui est candidat, c'est Madame Loiseau. Et quand les Français vont découvrir cette candidate tête de liste, eh bien peut-être effectivement que La République En Marche ne sera pas aussi haut qu'elle l'est aujourd'hui. Vous serez d'accord si demain le président annonce que les 80 km/h, c'est au président de conseil généraux et au préfet de déterminer comment ils font. Vous avez présidé le département. Oui, à condition effectivement que ça soit la double compétence du président du département et du préfet. Ce n'est pas au président du département de supporter tout seul le poids d'un passage à 80 km/h sur un certain nombre de routes, avec les risques que cela comporte. En tout cas, ce qu'on veut, c'est de la souplesse et de la décentralisation, et surtout répondre à l'enjeu de la fracture territoriale, qui va bien au-delà de la seule question des 80 km/h. Bien sûr, mais c'est une image, ça bien fait sûr, partie. Bien sûr. Donc vous attendez plus de compétences pour les départements? Vous savez, dans l'allocution du président de la République, nous attendons surtout qu'il réponde à la question de la fracture territoriale. Sûr. Sur le médical, sur le numérique, sur les mobilités. Et aujourd'hui, on ne peut pas juste s'en sortir en disant plus de suppression d'écoles et plus de suppression d'hôpitaux. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas les écoles et les hôpitaux qu'on supprime. C'est qu'on ferme les classes en milieu rural et on ferme les services de maternité. Donc moi, je demande aujourd'hui à ce que le président de la République s'engage à 0 fermeture de classe en milieu rural, comme il avait fait dans sa conférence des territoires. C'est un engagement fort. La deuxième chose que je demande, c'est qu'il mette en place une péréquation entre le milieu urbain, périurbain et rural, pour qu'on ait 1 euro en urbain correspondant à 1 euro dans le monde rural. Et la troisième chose que nous demandons également, c'est qu'on déconcentre notamment l'enseignement supérieur pour qu'on puisse apporter des réponses de proximité. Donc on ne peut pas s'en sortir juste avec une entourloupe. Alors demain, dans son allocution, il devrait annoncer des mesures en faveur des retraités, notamment la réindexation des pensions de retraite. On a entendu Édouard Philippe parler d'exaspération fiscale, de baisse d'impôts en faveur des classes moyennes. C'est un discours qui devrait vous satisfaire. Oui, mais là encore, regardons le discours et la réalité. Nous sommes très clairs. Nous voulons 2 choses. D'abord, que le président de la République s'engage pour la réindexation des pensions de retraite pour tous les retraités. Pas simplement pour une moitié, mais pour tous les retraités dans son ensemble. Parce que sinon, ce sont toujours les retraités de la classe moyenne et du milieu qui sont taxés. La deuxième chose, c'est que sur les baisses d'impôts, nous voulons des baisses d'impôts sur les classes moyennes qui soient financées. Et la deuxième chose que nous demandons, ce sont des baisses d'impôts durables. Et on le sait très bien, si on fait des baisses d'impôts sans maîtriser la dépense publique, c'est encore des impôts demain. Alors pour maîtriser la dépense publique, il devrait parler de travailler plus. Ça aussi, c'est une idée que vous défendez chez les Républicains. Oui, mais vous savez, c'est pas parce que on fait des discours, des effets de manche, des effets de tribune, qui sont là pour satisfaire un électorat de droite, qu'on répond en fait politiquement à droite. La réalité, c'est quoi? C'est que là encore, il faut nous dire ce que l'on veut concrètement. Nous sommes, je vous le dis très clairement, nous sommes opposés à la suppression du jour férié. Parce que le jour férié, c'est un impôt supplémentaire sur les Français. Parce que ce qu'il faut dire aux Français, c'est que le jour férié, c'est la solution de facilité. La suppression du jour férié, c'est encore faire payer sur celles et ceux qui travaillent. Le gouvernement de droite, quand même, le lundi de Pentecôte. Oui, eh bien, oui, mais effectivement, je vous le dis, mais très clairement. Mais vous savez, c'est aussi ça, la droite, qui doit repenser sa doctrine politique. Nous sommes pour l'allongement de la durée du temps de travail, mais nous ne sommes pas favorables à la suppression du jour férié. Justement, sur le temps de travail, ce matin, Jean-Paul Delevoye, dans Le Progrès, l'Est républicain, toujours journaux du groupe, nous dit l'âge légal de la retraite sera maintenu à 62 ans, mais il ajoute que dans l'idéal, il faudrait quand même que chacun aille jusqu'à 63, 64 ans. Alors vous, qu'est-ce que vous dites? 62 ans, c'est terminé? Il faut aller plus haut? Donc là encore, on a une duplicité absolue. Parce que la réalité, c'est que Jean-Paul Delevoye nous dit on touche pas, à la base, c'était on touche pas aux 62 ans, puis finalement, on évolue, on ouvre le jeu, puis finalement, on dit il n'y aura plus d'âge légal. La vérité, c'est quoi? C'est que la dernière grande réforme des retraites, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a faite. Et si on a fait 62 ans, c'est pour justement éviter la colère sociale. Certains nous disaient, y compris chez nous, il faut aller à 64, 65 ans. Mais la réalité, c'est que si c'est pour avoir 65 ans et bloquer un pays, eh bien moi, je préfère 62 ans et qu'on trouve l'équilibre social et politique. Ce qu'il faut, par contre, c'est permettre à celles et ceux qui veulent travailler plus longtemps de pouvoir le faire.